Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 31 mars 2025. Alors aujourd'hui, beaucoup de rouge sur les marchés. C'est toujours la politique de Donald Trump qui interroge et surtout le manque de visibilité. C'est comme d'habitude, quand les investisseurs n'ont pas assez de visibilité, ils préfèrent quitter les marchés. On a beaucoup de questions sur les droits de douane qui vont être annoncés, notamment le 2 avril, donc dans 2 jours. Et la confirmation, hein, le 2 et 3, pour voir quel va être le taux notamment de taxes supplémentaires sur beaucoup de secteurs. Alors on sait que le secteur automobile et le secteur de l'alcool notamment est assez touché, mais il pourrait y en avoir d'autres. On a aussi l'acier, l'aluminium et d'autres secteurs et d'autres pays qui pourraient être touchés. Donc c'est un peu ça le problème en ce moment. Ça nuit forcément à l'économie. S'il y a quand même une continuation, hein, des ventes qui seront faites avec des taxes relativement hautes, ça pourrait aussi faire de l'inflation parce que les prix sont élevés, mais a priori ça devrait quand même baisser le nombre total de ventes, de volume, et le but c'est quand même de ralentir l'inflation aux États-Unis, mais pour l'instant c'est quand même une tactique qui est assez négative pour à la fois l'économie et la bourse. Donc on aura plus de réponses et certainement un retour des investisseurs aussi en fin de semaine parce que on va pouvoir se placer sur plus de visibilité sur les secteurs sur lesquels on croit un peu plus. Alors avec Trump, c'est toujours le problème parce qu'il est un peu versatile et puis il peut changer d'avis assez rapidement. Mais là, c'est ce que tous les marchés attendent. Le 2 avril, les taxes, les données, hein, sur les taux pour voir à quelle sauce on va être mangé. Donc d'ici là, hein, il y a toujours beaucoup de panique, de volatilité et, de baisse sur les marchés. Alors aujourd'hui, on verra aussi les matières premières. On fera un point sur l'agenda de la semaine avec les annonces des chiffres macroéconomiques qui vont aussi influer les marchés, hein, en plus des annonces sur les taxes douanières. Un petit point aussi sur les valeurs à forte volatilité. Et voilà. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On va commencer juste avec l'agenda de la semaine. Aujourd'hui, on a eu les chiffres notamment sur les PMI, hein. Les PMI, ça mesure l'expansion ou la contraction du secteur économique d'un pays. Au-delà de 50, c'est en expansion. En dessous, on est en contraction. Et sur la Chine, on a encore des données plutôt intéressantes, alors pas très très fortes, mais qui vont toujours dans le bon sens. Un PMI non manufacturier et manufacturier sur la Chine, c'est revenu au-delà de 50, hein. On était à 50,2 en manufacturier, on passe à 50,5. On était à 50,4 en non manufacturier, on passe à 50,8, au-delà de ce qu'on espérait. Donc plutôt positif. On aura des chiffres toujours sur les PMI manufacturiers demain matin en France, Allemagne, Europe, et à 15h45 et 16h aux États-Unis. Mercredi, stock de pétrole brut et création d'emplois non agricoles données ADP, c'est pas forcément les plus intéressantes. On aura la suite, hein, en fin de semaine. Jeudi, PMI service en Chine, en France, en Allemagne, en Europe, en Grande-Bretagne dans la matinée. Et puis à 14h30, PMI service aux États-Unis. 15h45, pardon, à 14h30, ce sera inscription hebdomadaire au chômage. On a également PMI non manufacturier de l'ISM. Et enfin, vendredi, PMI construction en Europe, ça peut être intéressant, hein, pour voir le possible rebond qu'on attend toujours, un moyen, hein, les chiffres de construction en Europe. Les immatriculations aussi en matinée sur quelques pays européens et surtout 14h30, salaire moyen horaire aux États-Unis. On est à plus 0,3%. Donc là aussi, hein, à voir on a déjà passé le 2 avril, donc on verra si on a un retour des marchés ou pas. Et puis création d'emplois non agricoles et enfin le taux de chômage à 4,1% aux États-Unis. On va regarder avant de voir le CAC 40 et les valeurs, quelques valeurs à suivre. On va regarder les grosses variations du jour avec notamment Morel et Prom. Pourquoi? Parce que toujours, hein, Donald Trump qui a décidé de suspendre les importations de pétrole, notamment je crois que c'est le Venezuela. Et comme Morel et Prom est installé en partie, hein, là-bas, ça met aussi pas mal de pression sur le titre, qui était déjà en consolidation.
Donc là, ça a été bien vendu, hein, moins 14% avec un gros gap baissier. Boum. Hop, on était là sur les 5,67 et on arrive sur les 4,85. Alors ce qui est pas mal, c'est que on mèche et on rebondit sur le support des 4,80 qui a été racheté. Alors même si on l'avait un peu enfoncé il y a un an, hein, février 2024, on le voit, ça a été racheté aussi septembre 2024, novembre 2024, décembre 2024, et puis là aujourd'hui, avril 2025. Donc ça semble être un support intéressant quand même, ces 4,80. Donc pour Morel et Prom, d'autant que le pétrole est plutôt bien, hein, dernièrement, on va le voir avec Total, et les matières premières, ça remonte. Donc à suivre, c'est ça, le support des 4,80. Est-ce qu'on le tient, est-ce qu'on l'achète, et est-ce qu'on repart porté par un pétrole toujours plutôt acheté avec la politique Trump, hein, même si les énergies renouvelables et d'autres continuent d'avoir des investissements, mais on sent que le momentum est plutôt pour toujours un retour du pétrole, d'autant qu'on a une demande qui faiblit pas trop, et la Chine qui revient bien, donc la donnée pétrole peut aussi être toujours intéressante. Ubisoft, on va en reparler, parce que ce qu'on craignait, hein, est en train de se réaliser, notamment la filiale qu'elle a créée, notamment enfin l'annonce de la filiale qu'elle va créer ou qu'elle a créée, je sais pas exactement si c'est déjà fait ou pas, mais bon, ça a peu d'importance. Ubisoft, ils ont quelques jeux qui marchent bien, hein, c'est Rainbow Six, Assassin's Creed et Far Cry. C'est les trois plus gros jeux, les trois plus grosses licences qui rapportent de l'argent. Ils vont mettre dans cette filiale ces trois jeux-là, donc les droits un peu des jeux. Et ils gardent sur Ubisoft le reste qui marche pas et qui continue de se casser la gueule depuis des mois, voire des années. Comme ça, ça permet aux frères Guillemot d'avoir la nouvelle filiale avec Tencent. Hein, Tencent qui a mis 25% du capital, donc le frère Guillemot qui garde 75%. Tencent, ils ont mis un peu plus d'1 milliard d'euros. Et c'est un peu leur leur ancienne poule aux œufs d'or, mais qui va avoir, qui va pas être compté dans Ubisoft. Donc finalement, qu'est-ce qui reste sur Ubisoft? Pas grand chose a priori, que les jeux qui marchent pas ou qui marchent moyennement. Et donc Tencent, il se replace sur ce qui fonctionne, les frères Guillemot aussi, et puis les actionnaires d'Ubisoft qui restent. Alors il y avait une petite, éventuellement une petite spéculation qu'on pouvait jouer, espérer avec Tencent, mais on voit que ça risque pas de se passer sur le titre d'Ubisoft même, mais plutôt de la filiale qu'ils ont créée à côté. Donc forcément, plutôt très négatif, on le voit. Hein, confirmation aujourd'hui avec les doutes qu'on avait vendredi dernier, avec cette annonce qui avait été relativement vendue, et puis aujourd'hui on continue de baisser, alors même si on voit une mèche basse assez énorme, hein, parce que on est allé sur les 10, puis on finit sur les 11 et quelques, ça fait quand même plus de 10% d'écart, mais bon, on perd quand même 12%, hein, aujourd'hui, et ce qui a été annoncé quand même par Ubisoft, c'est clairement pas en faveur des actionnaires, et c'est toujours pour eux, hein, c'est toujours les frères Guillemot qui s'en sortent plus ou moins bien. Tencent qui met ses billes, mais qui vise plutôt le long terme et qui s'en sort aussi bien. Et puis les actionnaires d'Ubisoft, ils en sont pour leurs frais. Donc, à mon avis, il y a plus de coups à prendre que de bonnes nouvelles à espérer maintenant sur Ubisoft. Et on sait comment les frères Guillemot travaillent. Donc, si vous êtes dessus, courage. AMG qui a perdu pas mal, donc toujours avec les taxes, on verra. Moi, je suis toujours dessus, mais graphiquement, c'est toujours plutôt intéressant. Il y a des volumes, il y a des signaux de reprise aussi sur le lithium, aussi sur les matériaux. Donc, oui, grosse baisse aujourd'hui. Est-ce qu'il faut paniquer? On est toujours largement au-dessus des 13. On sait qu'il y a beaucoup de volatilité dernièrement sur les marchés. C'est quand même quelque chose qui se regarde et qui mérite je pense, se conserver pour plus tard. On surveillera surtout la zone des 13 euros, hein, sur cette valeur-là. Et Pluxee, alors Pluxee, un peu comme Edenred, le problème c'est toujours la législation
et les problèmes de plafonnement sur les tickets restaurants notamment, et il n'y a pas eu avec les problèmes de dissolution, il n'y a pas eu de lois qui sont passées, mais ça devrait se faire notamment avant cet été. Donc là, on est au printemps, ça devrait se faire relativement bientôt. Et comme d'habitude, comme on n'a pas de visibilité, les investisseurs n'aiment pas trop. Donc sur Edenred, on est toujours un peu en attente. Sur Pluxee, on le voit qui avait plutôt bien réagi depuis, depuis la rentrée dernière et un peu en train de tout rendre. Donc c'est ça qu'on attend sur ce secteur-là. C'est que la loi est passe et qu'on ait enfin des données pour savoir quel va être le montant de plafonnement hein, sur les tickets restaurants. La législation en France, en Italie aussi. Donc attendre enfin des bonnes nouvelles pour l'instant. On est toujours relativement bas. À mon sens, les fondamentaux sont plutôt bons hein, de la part des deux. Alors Edenred, elle était un peu... elle avait quelques dettes. Elle avait un taux d'endettement un peu élevé, ce qui peut aussi inquiéter. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même des valeurs qui devraient performer à partir de cet été, quand on aura plus de visibilité avec les législations. Donc à surveiller. Mais on serait pas surpris d'avoir des beaux rebonds. Maintenant, à court terme, c'est toujours un peu pénible, je pense, et pas forcément le meilleur des moments. Eutelsat. Alors, Eutelsat, on est sur des niveaux de spéculation. On l'a dit, hein, quand on a comme ça des volumes énormes et des reprises, oui, le vrai prix, il est pas là, hein, il est pas sur les 9-10. Ça veut pas dire qu'on va pas y revenir, mais quand on est là, c'est un peu jackpot. Il y a des investissements qui vont être faits, il y a des investissements qui sont déjà en cours et qui vont remonter le cours de l'action, mais on voit qu'on était à peine à 1 euro. On fait pas du x10 comme ça en quelques jours. Donc oui, pour des investissements, oui éventuellement pour jouer la spéculation, mais on la joue sur des niveaux clés, à savoir des retours ici autour de la moyenne à 200, autour des 3,50, voire des 3. Quand ceux qui jouent la spéculation sont sortis ou se sont fait sortir. Et là, ça me semble plutôt intéressant, hein, on peut la mettre comme ça. Donc, on a vu la première fois, le rebond a fonctionné hein, sur ces niveaux-là, autour de la moyenne à 200. Le deuxième rebond, moins fort, hein, forcément. On commence déjà à rendre, donc c'est ça qu'il faut attendre, hein, éventuellement un retour par là pour jouer à nouveau une petite hausse. On est toujours, on le voit un peu haut au niveau des indicateurs, notamment de la MACD, c'est pour ça que vaut mieux attendre hein, la continuation de la baisse sur Eutelsat. Alors la spéculation, ça peut partir vite, très fort, très vite, donc c'est pour ça il faut mieux quand même pas essayer de rentrer avec le train quand on le voit partir, parce que ce qui s'est passé là, hein, si on le prenait dans cette journée-là, c'était bon, mais dès la veille, alors on était plus haut, et ça a été vendu en matinée. C'est pour ça que ces valeurs-là qui sont super spéculatives, je pense qu'il faut les jouer sur des niveaux d'achat relativement bas par rapport à ce qui s'est passé, et ensuite voir un peu au jour le jour. Quand on commence à vendre et avoir du chandelier rouge, là c'est une première alerte. Mais là oui, les indicateurs nous poussent toujours à attendre hein, c'est cette zone des 3,50, cette petite baisse de volatilité, et puis se placer probablement pour jouer une troisième vague qui sera plus ou moins haute. Alors est-ce qu'on retrouvera les 6,20 ou pas? Si on les dépasse, on pourrait espérer une grosse spéculation, sinon ça va être encore un énième rebond toujours plus faible, et le dégonflement de la spéculation. Mais le prix ici, hein, autour des 1, on sera toujours au-dessus, c'est certain, parce qu'il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits, notamment hein, depuis l'annonce européen sur le plan de réarmement. Et je voulais parler aussi d'Air France. Air France a comblé son gap, hein. Il y avait un gap ici sur les résultats. Et on va voir sur Air France. Là, on a la dette long terme notamment. Et on voit que ces dernières années, c'était le problème hein, d'Air France, largement endetté, voire surendetté, avec des capitaux propres négatifs. C'est-à-dire qu'on a, par rapport au passif, hein, on a plus de passifs et de dettes que d'actifs dans l'entreprise. Donc ça pose un peu problème. Mais on le voit, 2020, la dette en rouge, qui descend. Alors on a monté un peu en 2024, mais dans l'ensemble, ça baisse. Les capitaux propres, forcément, qui remontent. Là, on est dans le négatif, mais on est à moins 5 milliards.
moins 3 milliards, moins 3 milliards, moins 3 milliards, moins 1,7 milliard. Donc on commence à revenir proche de l'équilibre. Le résultat net aussi, hein, forcément, c'était après Covid, ça a fait énormément de mal. Moins 7 milliards, moins 3 milliards, et puis on retrouve du positif hein, ces dernières années. Donc l'entreprise commence à regagner de l'argent, l'entreprise se désendette, et forcément les résultats qu'on a vus dernièrement ont été plutôt appréciés enfin. C'était ici, le 6 mars 2025, donc gros boom. Un gros boom qui succède à des années et des mois de baisse hein, sur Air France, on le voit. Il y avait aussi un changement de cotation à un moment. Mais ça, oui, c'est plutôt intéressant parce que on le voit. Regardez ce phénomène-là qui est plutôt intéressant. Euh, c'est, alors, on va voir où, à peu près ici. Hein. On a quasiment toutes les moyennes rassemblées, alors qu'avant on a des écarts assez importants. Toutes rassemblées et qui sont quasiment stables et prêts même à remonter. Il y a juste la moyenne à 20 qui est en train de remonter. Donc généralement c'est plutôt intéressant d'avoir ce phénomène-là hein, suite à une baisse parce qu'on sent une explosion. Et on l'a eu l'explosion, donc on a eu le breakout avec les résultats, le désendettement qui est en train de se profiler. Derrière forcément, comme on a eu une grosse hausse, il y a des prises de bénéfices. On revient, on rend tout. Alors, pas terrible de tout rendre, mais les fondamentaux sont toujours là et plutôt intéressants. C'est-à-dire qu'on valorise finalement plus trop. Hein. Alors le PER notamment sur Air France, on est à 26 dans le secteur aéronautique et des avions, et l'entreprise elle est à 7. Donc on est largement plus bas. Alors l'endettement l'explique en partie, hein. Mais on voit que ce changement de dynamique un peu avec une reprise en main de la dette, ça peut être intéressant à jouer. Donc là aussi sur du moyen long terme, on est peut-être sur des points bas, on est sur une valeur qui commence à être bientôt rentable, déjà rentable ces dernières années, puisqu'elle a fait un bénéfice. Donc c'est jouer ça, hein. Jouer ces niveaux de moyenne qui sont en train de se retourner autour d'ici des 8, 8,30 pour jouer la confirmation. Donc attendre la fin du breakout sur Air France, du pullback, pardon. Euh, c'est ces zones-là, hein, certainement à recasser, retrouver un peu de négatif, de la construction, et puis des gros volumes encore pour une ressortie vers le haut, mais c'est ça qu'on va attendre, hein, ce travail-là, cette petite congestion, et puis cette reprise sur Air France. Donc plutôt intéressant à surveiller, et éventuellement à acheter aussi assez bientôt, je pense, parce qu'on a quand même des signaux intéressants. Alors pas sur l'extra court terme, parce qu'on a vu qu'on a comblé le gap rapidement, donc ça manque de force, ça manque de dynamisme, même pour une optique un peu plus long terme, oui, ça devrait repartir. Allez, on va regarder les matières premières avec, euh, hop, avec le pétrole qui monte, hein, le Brent. Donc on a la Chine qui va bien, on a beaucoup de pression aussi sur les États-Unis qui ralentissent, mais pas tant que ça. L'Europe qui met hein, pas mal de d'argent à nouveau pour se réindustrialiser un peu, notamment en Allemagne. Donc oui, la demande est là. Et donc le pétrole hein, qui ne baisse pas sur des niveaux de rachat court terme, qui rebondit. On était sur les 70, on rebondit quasiment sur les 75. Alors pour aller, on l'a dit, hein, au-delà des 80-90, il faudra vraiment une reprise très forte de la Chine. Mais on a toujours un pétrole qui va osciller entre les 70 et les 85. Donc les pétrolières, toujours plutôt au rebond hein, ces derniers mois. On verra Total après sur le CAC 40. Et toujours plutôt favorable hein, sur les pétrolières. Tant que les États-Unis, on va dire, tiennent plus ou moins et ne craquent pas. Alors on verra avec le 2 avril, mais si les taxes sont toujours aussi fortes, il faudra faire attention quand même.
parce que ça pourrait aussi impacter la demande générale et donc le pétrole. Le cacao qui est toujours en phase de consolidation, mais qui baisse plus trop, hein. On avait noté cette zone-là dernièrement, et on est quasiment toujours sur les mêmes zones. Donc on attend une éventuelle réaction. Pour l'instant, ça descend pas, ça remonte pas. Mais on voit qu'on est sur des zones, hein, de reprise potentielle pour une reprise vers le haut et un cours haussier sur le cacao. Donc on n'attend plus qu'un déclenchement, éventuellement ça. Une reprise au-dessus des 8,33 là sur le CC. Et puis évidemment, hein, la cassure de l'oblique court terme pour confirmer la hausse du cacao. Le café, c'est pareil. Ah, non, c'est pas pareil. On est en consolidation aussi, mais un peu plus faible. On est toujours très haussier sur le café, mais dans une temporalité un peu plus longue. On voit qu'on partait de haut, donc c'est ce qu'on attend, hein. On attend même encore peut-être un peu plus de baisse sur le café avant de repartir, mais ça reste haussier. Il y a beaucoup de matières premières comme ça qui reviennent un peu à la hausse. Le cuivre qui allait taper ses plus hauts, c'était le cas la semaine dernière, mercredi, en dépassant, hein, cette zone-là. Hop, pas dépassé la zone de 2011, mais on n'était pas loin. Volatile, oui, mais toujours haussier, hein. Et puis la Chine, on l'a vu qui va plutôt bien, ça devrait porter et aider quand même le cours du cuivre. Alors, comme d'habitude, hein, les hausses et les baisses sont assez fortes et assez volatiles, mais dans l'ensemble, c'est le mouvement et la dynamique qui nous intéressent. Donc quelques prises de bénéfices et quelques baisses sur le cuivre dernièrement, mais si on revient, hein, toujours un peu plus bas, ce sera plutôt des zones à acheter, je pense, pour jouer la continuation de la hausse du cuivre. Le maïs qui semble aussi se retourner à la hausse. On a fait 2 échecs ici sur les plus hauts de mai 2024 et février 2025, mais on voit le retournement qui est en train de se faire, hein, probablement sur le maïs. Donc à terme, je pense qu'on aura, hein, ce travail-là et puis une cassure pour une fin d'année plutôt haussière. À voir aussi ce qui va se passer avec la possible trêve, hein, en Ukraine. Le jus d'orange qui semble avoir fini de baisser aussi. La baisse par rapport au café et au chocolat, au cacao, elle est beaucoup plus importante. Donc, on a un peu moins de certitude, on va dire, ou d'attente sur une reprise assez forte du jus d'orange. Parce qu'on a dégradé un peu trop, hein. On espérait des réactions avant. Et on est venu finalement sur des niveaux assez bas. Alors même si je pense qu'avec les récoltes qu'on a sur beaucoup de continents sur le jus d'orange, ça devrait aussi repartir à la hausse. La baisse a été un peu sévère, donc attention quand même qu'on n'ait pas d'une dégradation un peu plus forte et continue sur le jus d'orange. En tout cas, on surveillera surtout ces niveaux-là, hein, qu'on avait connus fin février. Si on y revient et qu'on casse, oui, on pourra jouer le retour du jus d'orange. Le palladium, il se met bien en place, hein. Les baisses sont constamment achetées sur le palladium. Là aussi, c'est plutôt favorable. Moi, j'ai toujours une ligne dessus, hein, sur le palladium pour jouer le moyen long terme. Donc, plutôt favorable. Le platine aussi, pas loin de partir, le platine, hein. On voit, on a fait pas mal d'échecs dernièrement avec le rebond du mois de mai 2024, octobre 2024, février 2025. Mars 2025, ça bute, mais de plus en plus fréquemment, donc ça devrait partir aussi pour le platine, hein. Ces deux métaux intéressants, palladium, platine, qui devraient être haussiers. L'or, forcément, toujours au plus haut. Nouveau record, 3115 actuellement, on est monté sur les 3128 environ. Pensez quand même à monter, hein, si vous êtes sur... à la fois sur des minières or ou sur de l'or avec des produits dérivés, monter les stops, je pense, parce que on est toujours haussier, aidé aussi par la politique de Trump. Alors on verra ce qu'il va annoncer le 2 avril, mais il va y avoir un moment des prises de bénéfices assez fortes, parce que les 3000, c'est un peu tout ce que tout le monde jouait. On les a atteints, on les a dépassés. Maintenant, les nouveaux catalyseurs qui vont être des prises de bénéfices ou peut-être un assouplissement des règles des taxes douanières, s'il a lieu, ça devrait mener à une consolidation court terme sur l'or.
Si on a encore des mauvaises nouvelles sur les taxes aux États-Unis, l'or pourrait continuer un petit peu, mais c'est à prendre en compte aussi. L'argent, toujours intéressant, l'argent, hein, on avait donné le signal d'achat assez récemment. On a aussi besoin d'argent, c'est un peu moins spéculatif que l'or, mais on a besoin aussi dans l'industrie. Et ça donne des signaux plutôt très forts hein, depuis quelques mois. Les volumes sont là aussi sur l'argent. Et puis la cassure récemment, hein, depuis le début de l'année, des 32,50, des 32, confirme aussi une progression intéressante sur l'argent. Donc plutôt toujours acheteur aussi. Et je pense que par rapport à l'or, l'argent a plus de marge de progression ces prochains mois. On verra, là aussi, il y a des minières argent éventuellement à jouer. Hein. Pan American Silver ou Majestic Silver par exemple, ça peut être intéressant. Et Uranium a un peu de mal, hein. Le rebond il a été fait, puis on a tout perdu. On revient sur des niveaux qui ont été rachetés. C'est ces niveaux-là hein, qui doivent être achetés, notamment plus haut de juin 2023, cassure d'août 2023 et rebond de septembre 2024. On est dessus, donc à voir. Premier rebond n'a pas été très fort sur l'uranium. On surveillera la réaction ces prochains jours. Mais pour le moyen long terme, on est toujours plutôt favorable. Donc là aussi, hein, on surveillera une grosse reprise du secteur uranium, éventuellement aussi pour jouer des ETF uranium qui peuvent être intéressants parce que assez volatiles et que là on est quand même sur des points bas qui sont un peu sévères, toujours avec la dynamique aussi demande demande d'énergie pour les data centers et l'IA, parce que l'uranium et les centrales électriques, c'est aussi pour ça, parce que la demande en IA, c'est colossal en termes de besoins énergétiques. Donc quand tout ce secteur-là va aller mieux, l'uranium devrait monter parce que son cours va s'apprécier plus haut. On regarde le CAC 40. Quasiment tout rouge, hein. Forcément, tout le monde a peur de ce que Trump va nous faire. On perd 1,5, on est en consolidation. Il y a quelques gaps éventuellement à aller combler, mais bon, c'est surtout les annonces hein, du 2 avril et le réajustement qui va se faire par les investisseurs qui va nous donner une tendance plus ou moins forte. Éventuellement avec le luxe toujours, hein, parce que le CAC 40 il est fortement pondéré en luxe, donc on aura un œil aussi sur la Chine qui peut avoir et être à contre-courant du marché, et donc avoir un CAC 40 un peu plus haussier si la Chine va mieux. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc on est toujours baissier court terme sur le CAC 40. On surveillera les taxes douanières et la reprise en Chine au niveau des grosses variations. Bah, comme d'habitude, hein, quand le CAC est rouge, c'est les défensifs qui fonctionnent bien, à savoir généralement Orange, Danone, Carrefour. Carrefour moins 0,2, Danone plus 0,03, Orange plus 1,2. On va faire Orange. Un nouveau plus haut. Il résiste bien, hein. Orange, c'est impressionnant. Moi, je suis toujours pas très convaincu hein, par ce qu'il donne, mais bon, le marché l'achète, encore une fois. On avait donné cette zone-là hein, potentiellement pour sortir d'Orange si vous êtes dessus, les 11,4 pour signaler une consolidation un peu plus forte. Éventuellement même les remonter, hein, parce que le cours là, a donné peut-être une indication supplémentaire pour aller chercher des nouveaux plus hauts. Donc toujours rester évidemment si on est dessus. Moi j'éviterais de rentrer quand même de jouer Orange maintenant. Et plutôt des prises de bénéfices à venir. Mais à court terme, on reste haussier sur Orange. Total, avec la demande hein, qui faiblit pas trop et les pétrolières qui sont plutôt au rebond dernièrement, ça va plutôt bien. On a eu le dividende dernièrement, le dividende qui a même pas été vendu, hein, on l'a vu, ça a été largement acheté. On est venu taper ici les 60,4 et combler le gap qui datait du mois d'octobre 2024. Donc ça c'est fait. On est à nouveau dans une tendance plutôt favorable sur le pétrole. Il faudra aussi hein, l'apprécier avec les annonces du 2 avril de Trump pour voir si le pétrole et la demande en général va pouvoir être soutenu avec les échanges commerciaux ou pas.
Mais sinon, oui, on a fait le plus dur, hein, notamment ici en cassant les 55. Donc, tant qu'on est au-dessus de cette zone-là, on est plutôt dans la construction. Maintenant, le potentiel haussier sur Total me semble quand même relativement moyen. C'est pas la valeur que je privilégierais. Et Danone, une défensive. Alors, il y a eu quelques prises de bénéfices, mais on est toujours plutôt bien sur Danone. On est un peu haut au niveau de pas mal d'indicateurs, mais on voit que la baisse est quand même relativement faible. Mais pour le moyen long terme, je pense que ça reste intéressant, hein, d'acheter du Danone peut-être un peu moins cher et peut-être sur les 68 si on y revient, parce qu'on n'y est pas vraiment franchement revenu. Donc c'est ça qu'il faudrait, je pense, attendre éventuellement, hein. Un retour de Danone ici, mais à moyen terme, hein, les chiffres de la valeur sont plutôt quand même largement en sa faveur. Donc toujours haussier sur Danone, c'est une valeur défensive assez peu volatile qui marche mieux quand les marchés ont du mal. Mais il y aura des belles progressions, hein, des grosses journées à venir ces prochains mois. Toujours plutôt favorable et acheter peut-être en repli ou en DCA. Euh, et puis au niveau des grosses variations sur le CAC Saint-Gobain, toujours en consolidation. Pas catastrophique, hein, malgré la perte de 5%, on l'a vu. Aux États-Unis, c'est encore pire. On revient ici sur les 91 et ça, c'est pas mal, hein, parce que on n'était pas trop revenu non plus sur cette première zone. Support-résistance, hein, résistance, résistance, résistance. Boum, on casse. On l'a refrôlé. Et là, c'est la zone à acheter normalement quand on revient ici. Alors, toujours, hein, pour plus de prudence, on attend quoi? On attend cette cassure d'oblique, c'est-à-dire ce travail-là éventuellement ici, ou alors un peu plus bas et casser l'oblique. Mais on commence à revenir sur des zones intéressantes, des zones qui ont été bien marquées par le titre et qui n'avaient pas été retrouvées sur le cours, à savoir les 91. Donc, peut-être bientôt un achat à nouveau, hein, si vous avez des liquidités, pour rentrer sur Saint-Gobain. Ça peut être quelque chose d'intéressant à suivre ces prochaines semaines. Et puis on avait quelques valeurs à voir. J'ai pas noté tout, pas eu le temps. Valourec. Valourec. Alors on a frôlé le comblage de gap là. C'est dommage, hein, pour quelques centimes, mais on reste. Avec le pétrole qui va plutôt bien aussi, hein, il n'y a pas de raison de voir Valourec baisser énormément. La vente à découvert est toujours plus ou moins stable, hein, autour des 8% sur Valourec, mais les derniers mois, hein, sont toujours haussiers. On attend éventuellement aussi une OPA d'ArcelorMittal qui possède déjà 30%, je crois, du capital de Valourec pour éventuellement faire exploser le titre. Mais techniquement, hein, on est toujours haussier moyen terme avec des rachats intéressants sur les 16.2 à court terme, donc éventuellement, hein, une continuation du cours entre les 16.2 et les 18 et peut-être un retour au-dessus porté par des bonnes nouvelles, mais les chiffres et les fondamentaux sur Valourec sont plutôt bons, hein, donc a priori plutôt rester et attendre d'aller taper des nouveaux plus hauts sur cette valeur qui est quand même plutôt bien orientée. Pardon. Karma. Karma, c'est la catastrophe. J'ai l'arrêt cardiaque là pour Karma sous les 1 euro. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de financement. Il n'y a pas il n'y a pas assez de rentrée d'argent. Et alors les cœurs artificiels qu'ils font, et puis les usines, hein, qu'ils ont prévues, pour l'instant, c'est pas assez important, hein, pour faire rentrer de l'argent et faire gagner du bénéfice à l'entreprise. Elle a fait pas mal d'augmentation de capital, donc c'est relativement mal géré parce que quand vous êtes comme ça obligé de faire appel encore au marché pour récupérer de l'argent, pour tenir, pour avoir une trésorerie, pour payer les salaires, etc., c'est que ça fonctionne pas. Ça veut pas dire que ça va pas fonctionner dans un futur plus ou moins proche, mais pour l'instant ça fonctionne pas. Et ça perd de l'argent et ça augmente le capital et ça dilue les actionnaires. Donc on continue de descendre.
Le jour où on arrête les augmentations de capital et puis qu'on commence à mettre beaucoup de bénéfices sur la valeur et qu'on commence à gagner de l'argent, oui, là on pourra rentrer, mais là c'est pas le cas hein, sur Karma. Crédit Agricole, toujours haussier, toujours resté. Euh, Moi, je rentre pas sur ces niveaux-là, sur des valeurs comme ça. Alors, on peut éventuellement, hein, sur du trend following, il faut les faire le plus tôt possible, mais même maintenant, éventuellement, on peut, mais moi, j'évite. On a une consolidation qui se fait à plat, même pas à plat, même haussière, donc plutôt un signe de force. Il faut rester, je pense, sur Crédit Agricole. Tant qu'on n'a pas un gros signal négatif, on tient encore la moyenne à 20 pour le moment. Euh, Éventuellement mettre quand même une partie, hein, alors peut-être pas tout, mais une première partie de stop ou de prise de bénéfice sur une cassure de ces niveaux-là, hein, entre les 16,6 et les 16,2. Si on y revient, je pense qu'il faudrait quand même acter une partie des plus-values et éventuellement hein, sur une continuation baissière, solder la position. Pour l'instant, on tient. Il y a pas grand-chose à faire, mais il faudra se poser la question hein, si on continue de baisser cette semaine. Et voilà, je crois que j'avais tout fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, mettez-les en commentaire, j'y répondrai. Des valeurs qui vous intéressent, on les fera ici aussi en analyse hein, graphique. Donc mettez les valeurs qui vous intéressent, les questions en commentaire, et j'y répondrai. Bon trade, à plus!